Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler retraite, anti-NUPES et fierté. Alors, vous le sentez bien le sel ? Ah ben perso, j'ai l'impression d'être au milieu de la mer morte. Et oui, je dis ça parce que c'est la mer la plus salée au monde, ne me remerciez pas pour l'info, mais surtout parce qu'en ce qui concerne la bataille pour les retraites... ça sent doucement la mort là, hein. Bon, déjà, pour les manifestations du 6 juin. Dans toute la France, il y a eu 900 000 manifestants selon la CGT et 281 000 selon le ministère de l'Intérieur. Alors on va pas se mentir... on a fait mieux. Mais d'un autre côté, quand tu penses aux manifestations réprimées, encore et toujours, au président qui fait la sourde oreille, les examens de fin d'année pour les étudiants et étudiantes, ainsi que les beaux jours, qui donnent peut-être pas trop envie d'aller se faire péter la gueule en manif, et ça sans parler que la dernière date d'il y a un mois, c'est sûr... ça doit pas aider. Mais en tout cas, même si oui, il y a une baisse indéniable de manifestants et manifestantes, on peut quand même être fier du travail accompli. Regardez les chiffres, franchement, c'est pas dégueu. Et ça, c'est sans parler d'avoir pu imposer nos thèmes sur les plateaux télé, et en plus, cerise sur le gâteau, avoir emmerdé Macron. Et ça a pas de prix. Mais bon voilà, les manifs, c'est fini. C'est en tout cas ce que semble penser Laurent Berger. En effet, le secrétaire général de la CFDT, en tout cas jusqu'au 21 juin, jour où il quittera ses fonctions, semble vouloir adopter une autre stratégie. Et je le cite, « Notre sujet aujourd'hui au sein de l'intersyndicale est de se demander si on envoie dans le mur cette force populaire en lui faisant poursuivre un but difficile à atteindre. Ou est-ce qu'on la transforme en énergie pour mettre nos interlocuteurs sous pression et obtenir des avancées concrètes ? Je préfère la deuxième option. » Et en vrai, je peux comprendre la logique. Plutôt que d'épuiser le mouvement dans un combat qui semble désespéré, peut-être que oui, utiliser cette énergie pour un but plus atteignable, c'est peut-être une solution. Bon, ça, c'est ce que je dirais sous un autre gouvernement, parce qu'on est sous Macron là les gars. Quand tu vois que Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, a qualifié la réunion avec Borne de, ouvrez les guillemets, 2 heures de monologue patronal, fermez les guillemets, je me dis que soit Laurent Berger est très naïf, soit il repart dans les vieux travers de lâcheté made in CFDT. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est que pour l'instant, une séparation de l'intersyndicale n'est pas envisagée. Et ça, c'est déjà ça. Mais je sais bien, sinon, oui, je sais bien, vous vous en foutez de tout ça en ce qui concerne les retraites. Ce que vous voulez savoir, c'est qu'a donné la proposition texte de l'IOT qui devait avoir lieu le 8 juin. Alors comment dire ? C'était lunaire. Bon, déjà la veille, ça sentait moyen bon avec Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui nous a dit avec son petit sourire méprisant que quoi qu'il arrive, le 8 juin, il n'y aura pas d'abrogation de la réforme des retraites. Et techniquement, c'est vrai, pour que ça se fasse, il faut l'aval du Sénat. Mais c'est dans sa façon de le dire, tu sais, avec son petit... oui, peut-être qu'on va voter, peut-être pas, on sait pas... Bon, je vais m'arrêter là parce que vraiment, elle m'énerve. Sinon, le groupe Lyot a très vite retiré son texte. Justifiant ce choix à part, et je cite Bertrand Pancher, le président du groupe Lyot, il ne reste plus rien de notre texte. Nous avons tenté d'aller au bout de cette démarche, ne pas vouloir se ridiculiser à poursuivre ce débat. En gros, la majorité a tellement défiguré le texte que ce qu'il restait servait plus à grand chose, donc autant pas perdre de temps avec, ce que je peux comprendre. Et à qui on doit le plus gros de cette défiguration ? Enfin, à notre très chère Yael Braun-Pivet, Madame la Présidente qui, mercredi soir, a fait tomber l'ensemble des amendements visant à rétablir la suppression de la mesure d'âge qui avait été rétorquée en commission. Ah mais quand je vous ai dit qu'elle m'énerve, alors attention, hein, elle se justifie par des, je cite, « La Constitution rien que... » Bon, pardon, j'arrête, sérieusement. La Constitution, rien que la Constitution. Le règlement, rien que le règlement. C'est mon rôle et j'aurais aimé que chacun en fasse de même. Ouais, enfin, vu le texte, je me dis que ma voix débile, c'était plus raccord. Mais bon, passons. Alors Madame la Présidente peut se plaindre de Clémentine Autain, qui ne lui a pas dit bonjour, du coup elle veut lui niquer sa mère et faire la meuf outrée, mais personnellement, je trouve bien plus choquant d'enlever 2 années de repos aux travailleurs et travailleuses. Je trouve bien plus choquant de tout faire jusqu'aux manœuvres les plus basses pour ne pas faire voter un texte. Je trouve bien plus choquant de se la jouer ultra démocratique, mais de ne pas entendre et écouter le peuple en colère. Le peuple qui souffre. Je trouve bien plus choquant de ne pas écouter l'opposition. Et je veux dire littéralement pas écouter l'opposition vu que vous faites tout passer sans vote. Tout ça, Madame la Présidente, je trouve tout ça bien plus choquant que ne pas dire bonjour. Mais si vous insistez, bonjour. Voilà, qu'est-ce que ça change pour le peuple ? Rien du tout. Mais bien évidemment, l'événement marquant aussi tragique qu'inattendu s'étant passé lors de cette assemblée, c'est l'attaque au couteau d'Annecy. En effet, jeudi matin a eu lieu une attaque ayant fait 6 blessés.
6 blessés dont 4 enfants en bas âge. Le suspect a été interpellé sur place et ses motivations sont pour l'instant encore inconnues. Un acte horrible, mais dans cette vidéo, je n'en parlerai que très peu en lui-même. Sachez juste que le danger a été écarté à Annecy, qu'il y a eu une minute de silence à l'Assemblée nationale, que tout le personnel politique, tous bords confondus, a apporté son soutien aux victimes et leurs proches, un soutien que je partage bien évidemment, mais personnellement, ce que je retiens le plus de cette affaire, hormis l'horreur de l'acte en lui-même, hormis les vies brisées et traumatisées, c'est Aurore Berger qui, suite à ce drame, a dit concernant les batailles parlementaires, être en ce moment dans l'hémicycle avec une espèce de bataille de chiffonniers sur une recevabilité ou non d'amendement nous paraît en total décalage par rapport à l'effroi qui, à mon avis, submerge notre pays. Alors, qu'on soit d'accord, que l'acte en lui-même doit être condamné, qu'on doit le prendre en compte et le prendre au sérieux, tout à fait. Mais à côté de ça, ce qu'elle est en train de dire, c'est que pour elle, la vie de millions de Français et de Françaises, l'implication qu'aura cette décision sur les retraites, et ça pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, c'est qu'une bataille de chiffonniers. Alors oui, Aurore, toi tu l'auras, ta retraite. Et une confortable même, j'imagine. Tant mieux pour toi. Donc non, malgré l'horreur de l'acte qui a été commis, et encore une fois j'apporte tout mon soutien aux victimes et leurs proches, malgré l'horreur de cet acte, ce n'est pas une bataille de chiffonniers. Et ne pas s'en rendre compte, c'est soit de la stratégie politique ultra dégueulasse, soit être tellement au-dessus des réalités de ce monde qu'on se rend même plus compte ce que ça veut dire avoir une retraite de merde, mais dans les deux cas, c'est grave. Enfin. Mais du coup, pour revenir aux retraites, il nous reste quoi comme solution? Alors, on a bien la NUPES qui va déposer une motion de censure. Mais on va pas se mentir, sans un énorme coup de bol, ça passera pas. Du coup, tout ce qui nous reste, c'est continuer. Lutter. Que ça soit dans la rue en manif, par la désobéissance civile, en ouvrant les yeux à notre collègue qui regarde un peu trop BFM TV et qui croit que Macron c'est un mec comme ça, en utilisant sa notoriété pour apporter un soutien direct et franc aux manifestants, en parlant, en débattant avec les gens qu'on côtoie dans la vie de tous les jours, ou même en faisant une vidéo de merde sur internet, peu importe, chaque action compte, et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Mais, rassurez-vous, la Macronie vous a déçu, LFI et la NUPES semblent incompatibles avec vos valeurs de gauche républicaines, tout semble perdu pour la social-démocratie, mais ne vous inquiétez pas, car je vous le dis, la gauche molle est de retour. Et oui, car le week-end dernier, la gauche socialiste anti-NUPES s'est réunie. Regroupée par Refondation, le courant de Nicolas Meyer-Rossignol, maire de Rouen et premier secrétaire délégué du PS, donc le numéro 2 du Parti Socialiste, les éléphants du PS se sont réunis pour un objectif: niquer Mélenchon. Excusez-moi. Retrouver une ligne de gauche démocrate et contrer la NUPES. Et on y a vu de grands noms à cette réunion, tels qu'Anne Hidalgo, Bernard Cazeneuve qui certes n'était pas là mais a fait une vidéo, Carole Delga et Benoît Hamon. Bon, apparemment, il était surtout là pour les débats et reste un soutien de la NUPES, donc tout va bien, Hamon n'est pas devenu un pachyderme des socialistes. Mais alors du coup, ça a donné quoi cette réunion? Un débat d'idées, une stratégie pour les présidentielles? Et apparemment, pas tant que ça. Il semblerait, étonnamment, qu'on était apparemment plus sur un combat d'ego entre d'anciens gros mastodontes du parti qui pensaient plus à leur petite carrière qu'autre chose. Et je suis en train de me dire qu'avec une telle façon de penser, ils auraient pu rejoindre les macronistes, hein. Mais n'empêche, je me demande, au-delà de la blague, sérieusement, est-ce que ils et elles sont vraiment sincères? Alors pour certains et certaines, j'en doute pas, ils sont peut-être vraiment dans leur délire. Mais pour la plupart, je me demande, est-ce qu'ils ont une vraie croyance en la social-démocratie? Ou alors est-ce que c'est juste une haine/jalousie envers Mélenchon qui les anime? Ou tout simplement des ambitions qui ne vont pas avec la ligne LFI Mélenchon? Non, parce que les enfants, désolé de vous le dire si vous l'avez pas remarqué, mais vous représentez plus la gauche. Depuis 1981, voire même avant, on vous a cru, on vous a fait confiance. Et si oui, je vous accorde quelques points sympas comme les 35 heures ou le mariage pour toutes et tous, je suis désolé, mais globalement le bilan, il est pas ouf. Voire même nul à chier. La gauche déçue et divisée, c'est vous. La gauche discréditée par toute une frange de la population, c'est vous. Manuel Valls en Premier ministre, c'est vous. L'état d'urgence permanent, c'est vous. Macron à l'économie, c'est vous. Macron qui devient président, c'est encore vous. Parce que oui, les gens ils auraient pas spécialement voté Macron s'ils avaient pas été aussi déçus d'Hollande. Hamon qui fait 6%, Hidalgo qui fait 1,7%, c'est encore vous. C'est juste votre faute. Point. Alors oui, on peut ne pas aimer la NUPES, on peut ne pas aimer LFI et on peut ne pas aimer Mélenchon.
je comprends totalement. Moi-même, je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, hein. Faut pas déconner. Oui, Mélenchon a déjà dit plusieurs dingueries. Oui, à LFI, quand on voit ce qui s'est passé après l'affaire Quatennens, ça pue un peu. Oui, la NUPES, c'est compliqué, c'est fragile, et il n'y a qu'à voir le bordel autour des élections européennes pour s'en convaincre. J'entends vraiment totalement les critiques. Mais j'ai une question. Sans eux, où en serait la gauche aujourd'hui ? Parce que, comme beaucoup de gens, Mélenchon a fait partie de ces figures qui m'ont redonné espoir en 2017. Encore une fois, sans Mélenchon et la France Insoumise, où en serait la gauche aujourd'hui ? Mélenchon et LFI, quoi qu'on pense d'eux, ont réussi à faire garder des débats et des idées de gauche à échelle nationale. Sans cette gauche qui a réussi à se réinventer après le fiasco qui était le mandat d'Hollande, à votre avis, où en serait le néolibéralisme en ce moment ? Où en serait l'extrême droite ? Alors oui, l'extrême droite est aux portes du pouvoir et le néolibéralisme continue à faire ses trucs, ok. Mais je pense sincèrement que sans cette gauche-là, ils auraient pris quand même plus de terrain. On peut penser à une partie de l'électorat populaire que vous avez abandonné au fur et à mesure des années, qui, peut-être que sans Mélenchon, se serait tourné vers le RN. Pas par envie d'être raciste ou quoi que ce soit, mais juste par désespoir. Et peut-être qu'à l'inverse, certains bobos, écolos, gauchos, ce que tu veux, seraient plus allés vers Macron parce que les socialistes, ils ont trop trahi. Et la NUPES. Sans la NUPES, vous pensez vraiment que Macron, il aurait pas eu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale ? Alors ok, il se bat quand même les steaks de notre avis et fait ce qu'il veut. D'accord. Mais au moins on peut continuer à le combattre, il peut pas faire vraiment ce qu'il veut sans utiliser des magouilles à base de 49.3 et surtout grâce à ça, le peuple voit ce qu'il fait, voit qu'il utilise des 49.3 pour tout et n'importe quoi, voit qu'il n'écoute pas le peuple et en fait qu'à sa tête. Et ça, sans la NUPES, on l'aurait peut-être pas eu. Alors que vous ne soyez pas d'accord avec la stratégie globale de la gauche, je peux le comprendre. Vraiment. Mais ne pas prendre en compte le contexte dans lequel est notre pays, avec l'extrême droite aux portes du pouvoir, le néolibéralisme en roue libre et le peuple qui a besoin d'une gauche forte afin de contrer tout ça, vouloir faire bande à part juste parce que oui, mes ambitions présidentielles, ou juste parce que oui, mais Mélenchon écrit fort et puis je suis pas d'accord avec lui. Je suis désolé, mais c'est irresponsable. Vous pourriez être de la NUPES et essayer de peser de l'intérieur. Vous pourriez apporter votre ligne dans la NUPES. Mais non, à la place vous préférez rester dans votre coin, fragiliser la gauche, et ce à un moment crucial. Alors après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais si vous voulez des électeurs, demandez-vous ce qu'ils veulent réellement. Demandez-vous à quoi la gauche aspire vraiment. Parce que là, j'ai vraiment pas l'impression que vous compreniez ce que les électeurs et électrices de gauche veulent vraiment, et ce que la gauche est devenue. Et pour finir, qui dit mois de juin dit début de l'été et fin de saison, mais aussi et surtout le mois des fiertés. Alors oui, le mois des fiertés, c'est la Pride qui aura lieu le 24 juin. C'est surtout pour rappeler le combat des droits LGBTQ+, mais pour certains, c'est le moment de saccager des centres LGBT. Oui, encore. Et non, je ne parle pas du local de Tours du 22 mai, ni celui du Mans de la nuit du 23 au 24, et ça commence à faire beaucoup, j'ai mal à la tête, je parle de celui de Perpignan. En effet, il y a quelques jours, le centre associatif LGBTQ+, de Perpignan a été dégradé. Les mots lesbiennes, gays, bi et trans, ainsi que le drapeau arc-en-ciel ont été rayés, et la phrase « pas de vos propagandes » a été inscrite. Et par qui ? À votre avis, l'extrême droite. Sachant qu'une croix celtique, donc un symbole de l'ultra-droite, a été peinte sur l'une des fenêtres, ouais, on a un petit indice là. Bref, que de love dans cette histoire. Et le pire, c'est que non seulement cet acte n'est pas isolé, mais qu'en plus, ce n'est même pas le plus choquant qu'on a eu dernièrement si on compare avec l'attaque à la bouteille explosive qu'on a eu à Tours. Alors, bien évidemment, je ne minimise pas l'acte qui a été commis. C'est un acte ignoble, intolérant et qui ne doit pas être pris à la légère. Surtout si tu prends en compte les paroles de Marly-Charlotte Garin, la députée du Rhône, que je cite, « Plus l'extrême droite progresse, plus les actes sont fréquents. Le gouvernement doit en prendre la mesure et condamner ceci avec la plus grande fermeté. » Des paroles qui ne devraient être que du bon sens en fait. Et si la députée dit ça, c'est bien sûr à cause de la montée de l'extrême droite en France, mais elle parle surtout de Louis Ayot, le maire Rassemblement National de Perpignan depuis 2020. Alors on pourrait reparler de la montée de l'extrême droite, ses conséquences, de la liberté que prennent leurs partisans se sentant pulpissés et passant des paroles aux actes, mais ça on en a déjà parlé dans le Tout va très bien 30
31. On pourrait reparler de la débilité de l'homophobie, en quoi être LGBTQ+, n'est non seulement pas un choix, que c'est dur à porter dans notre société, mais surtout naturel, sauf que ça, on en a déjà parlé dans le Tout va très bien numéro 33. Je pourrais aussi vous dire qu'en plus du local du centre LGBTQ+ de Nantes, les antennes nantaises d'Amnesty International, Attaque, la liberté de penser et la Ligue des droits de l'homme ont également été dégradées. Ce qui démontre quand même un manque flagrant de race, d'empathie humaine basique, et ça fait flipper. S'en prendre à la Ligue des droits de l'homme, sérieux? Et bien sûr, on pourrait aussi parler de l'attaque à la bouteille explosive de Tours, qui n'a pas été retenue comme un acte terroriste. Ce qui peut être vrai d'un point de vue juridique, mais on va pas se mentir, ce point de vue juridique semble quand même être bien moins important quand il s'agit d'arabes ou de musulmans qui commettent ce même genre d'actes. Pour eux, on se pose pas la question, c'est terrorisme direct. Car comme l'a dit Karen Kischer, conseillère régionale LFI, d'un autre côté, il y a un décalage entre cette prudence dans ce type de cas et l'emploi très habituel dans des cas qui concerne davantage des personnes de confession musulmane notamment. Bien sûr, on pourrait parler de tout ça, mais pour ce mois des fiertés, plutôt que de vous parler des horreurs que peuvent subir les personnes LGBTQ+, j'ai décidé de vous parler des horreurs que peuvent subir les personnes LGBTQ+, mais en quiz. C'est parti. En 5 ans, soit de 2016 à 2021, de combien le pourcentage d'actes anti-LGBTQ+ a augmenté? 16%? 104%? 58%? Ils avaient qu'à pas être pédés, toutes ces grosses starloses. Et non, la bonne réponse était bien 104%. Alors oui, dit comme ça peut paraître élevé, mais en même temps... Question suivante. En 2021, dans son rapport sur les LGBT-phobies d'SOS Homophobie, sur les personnes ayant contacté la plateforme, combien de problèmes sont liés à la famille? 15%? 7%? 41%? Ou alors 0% parce que la famille, ça nous soutient quoi qu'il arrive? Et non, la bonne réponse était 15%. Un chiffre en hausse de 2% en un an, ce qui montre quand même que le pouvoir de l'amour, c'est beau. Question suivante. Et pour rester sur le sujet des locaux saccagés, juste en 2023, combien de fois le centre LGBTQ+ de Tours a été attaqué? Une seule fois? 6 fois? 3 fois? Ou alors, c'est bon, faut pas charrier, il n'y a pas eu de mort? Aïe aïe aïe, et non, la bonne réponse était malheureusement 6 fois. 6 fois uniquement en 2023, et je vous rappelle qu'on est qu'en juin. Et là, je ne parle uniquement que du centre de Tours. Alors imaginez sur toute la France... Question suivante. Et enfin, restez concentrés. Dernière question, c'est parti. Selon un sondage réalisé par l'IFOP pour l'Observatoire LGBTQ+, de la Fondation Jean Jaurès en juin 2018, combien de pourcentage des personnes LGBTQ+, et ce pour cette seule année, ont subi une agression physique ou verbale? 31%? 8%, 53%, ou bien 0% parce que quand même 2018, merde, les mentalités évoluent. Et oui, bien joué, vous avez trouvé 53%. 53% des personnes LGBTQ+, ont subi des agressions physiques ou verbales en 2018. Bien joué. Et sachant qu'on a vu plus tôt que depuis 2018, ce chiffre a tendance à augmenter. Mais oui, sinon vous avez raison, être gay, bi, trans, trave ou ce que tu veux, c'est un choix, c'est une mode, c'est juste pour être intéressant. Évidemment. Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si le PS anti-NUPES est de droite ou de gauche, je sais pas, mais dans les actes, je me pose des questions quand même. Allez, salut. Tout va bien.